toutes et à tous, toutes nos excuses pour le retard enregistré dans le démarrage de cette émission. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 mars 2021. Souvent les jeudis, nous sommes avec deux directeurs de publication. D'abord, Eladj Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Messager et également le directeur du site www.lemessageractu.com. Eladj, bonjour. Oui, Anita, bonjour. Tu peux beau faire la propagande, je ne serai pas d'accord avec toi parce que tu le sais. Tu viens. Non, on va régler ça en cuisine. Non, on ne règle pas en cuisine. Je veux que tous les téléspectateurs puissent savoir ce que tu m'as fait. Ah bon? Je ne suis pas d'accord Vous avec êtes sûr toi. que vous êtes capable de dire ça à l'antenne? Je suis sûr de Alors, te le dire. allez-y. Il n'y a pas de problème. J'ai trouvé une belle dame. J'ai voulu apostropher parce qu'on ne sait jamais le bonheur de tout un chacun, mais tu m'en as empêché. Est-ce que c'est normal? Ok. C'est normal du moment où vous n'avez pas encore opté pour la polygamie. Ouais, non, attends, je suis un musulman. Oui. J'ai droit à 4 femmes. Donc, Mais pour l'instant, tu vous m'en as m'avez empêché. dit que vous voulez Ok. prendre soin de la première d'abord. Donc, on y va Il y a avec pas les de problème. salutations. D'accord. Et merci Anita et bonjour aux téléspectateurs de E45 et aux téléspectatrices également, sans les Bien oublier, sûr. de E47. Et bonjour à tous ceux qui sont branchés en ce moment et de par le monde entier et qui nous suivent en ce moment et sur toutes les chaînes. Je rappelle qu'ils sont nombreux à commenter votre bonne humeur sur notre page YouTube tous les jeudis dès qu'on poste cette émission-là. Notre second invité, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, Abbas Issaka. Abbas, bonjour. Bonjour Anita. Vous êtes fâché également? Un peu comme lui. Je ne sais pas si. Moi, je suis très fâché par un peu. Hein. Derrière tout ce que tu es en train de fabriquer. Donc, On va corriger tout ça. Là. bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment de par le monde entier et au Togo ici. Eh bien, nous allons commencer cette émission avec l'éducation. Depuis hier, la note circulait. Et c'est une note signée le 1er mars dernier par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Kokoroko, qui demande la suspension des cours de répétition dans les établissements tant publics que privés. D'abord, Tchaboré, est-ce que ces cours de répétition doivent être imposés? Parce que quand vous lisez la note du ministre, ces cours sont imposés aux élèves et aux parents. Oui, merci Anita. Je crois que cette imposition vient des professeurs eux-mêmes. Ce n'est pas l'administration, à ce que je sache, qui impose ces cours. Et l'initiative même vient des professeurs eux-mêmes qui essaient d'imposer. On l'a dit pour arrondir Oui, pour la fin arrondir, du mois. oui, justement, c'est cela. Mais je crois qu'il faut peser le pour et le contre aussi de ce qui se fait avec ces cours de répétition. Certainement, nous sommes des journalistes. Quand vous abordez certains élèves, il y a parmi eux ceux qui sont quand même d'accord, qui estiment que ces cours de répétition leur permettent quand même d'aller encore un peu plus loin dans ce qu'ils n'avaient pas compris du cours que les professeurs ont eu à faire. C'est vrai. Mais il y a d'autres quand même qui se disent, qui doutent. Mais je crois que dans la majorité des élèves, il y a beaucoup qui acceptent quand même que les cours de répétition, ça fait. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où la situation financière est difficile pour les parents d'élèves et que pour ces cours, les professeurs exigent qu'il faut payer quelque chose en guise de contribution afin que ces cours ne soient livrés. C'est vrai, il y a certains qui le font de bonne foi, avec la volonté, mais il y a certains également qui ont fait de cela un fonds de commerce où ils exigent même, comme je l'ai dit tantôt, que toute la classe soit là. Et quand tu n'es pas là, le lendemain ou bien le lundi, la semaine qui suit, soit on fait une interrogation qui a trait sur l'exercice traité, et là, ça te pénalise. Donc, vous voyez à peu près, je pense qu'il faudrait quand même, c'est vrai, la décision, le professeur Kokoroko a pesé le pour et le contre avant de prendre cette décision. On avait eu à parler de cela depuis des années passées par rapport à ce qui se fait. Il faudrait quand même peser le pour et le contre de cela. Par rapport aux élèves, je crois que ça va pénaliser beaucoup d'élèves. Ça, je le dis, parce que je suis un parent d'élèves, je sais comment ça se passe, je sais que ces cours de répétition... Ça va pénaliser un peu certains parents d'élèves, mais nous allons en parler tout à l'heure. Justement, je sais comment ça se passe, je sais comment les élèves abordent ces cours, je sais comment les élèves expriment
cette façon de voir les choses et de façon globale. Je crois que beaucoup d'élèves sont d'accord que ces cours soient faits parce que ça les aide. Maintenant, c'est ce que j'ai dit tantôt. Il ne faudrait pas que certains professeurs utilisent ces cours pour pouvoir pénaliser ceux-là qui n'ont pas les moyens. C'est ça le problème. C'est là-bas le hic. C'est ce comportement qui a amené le ministre à prendre cette décision. Abbas, est-ce que le ministre est en train de couper, comme on le dit dans notre jargon, le gombo des enseignants? Oui, mais le ministre, il a bien réfléchi avant de prendre cette décision. Parce que quand vous prenez ces genres de cours de répétition qu'on fait dans les établissements, c'est devenu comme une escroquerie que les enseignants organisent, puisqu'ils obligent. Ce qui fait rire, c'est au CP1 des fois. Les gens de CP1 même, on dit qu'ils viennent faire les cours. Et avant de partir, c'est de l'argent, 200 francs par cours. Et si vous avez 5 ou 10 enfants qui vont, donc vous devez payer 1000 francs pour ces enfants, 5 enfants, 1000 francs. Et ils arrivent, ils ne font rien. Des fois même ils reviennent, même s'ils restent à la maison pour rire et eux-mêmes étudier leurs leçons, ils pourraient tirer quelque chose que je sais. Parce que moi j'ai eu à interdire chez moi là-bas. J'ai des enfants à ma charge, beaucoup d'enfants, près de 10, qui vont dans une école privée. Et à chaque samedi, on dit qu'ils vont au cours de répétition. Et ces cours de répétition, ils exigent, les enfants disent qu'on exige 200 par tête. 200 juste pour les cours. L'enfant doit manger. Il doit manger, son déplacement. J'ai été obligé d'aller dire même au fondateur que les enfants ne vont plus venir parce que les TD ne sont pas obligatoires pour les enfants. Si les cours sont obligatoires, les TD ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas la peine de forcer les enfants. Et mes enfants ne vont plus là-bas au cours, bien qu'ils n'aillent pas au cours. Ceux-là qui vont, mes enfants sortent premiers devant ceux-là qui sont... Est-ce que quand le jeudi, par exemple, ou le lundi, ils ne sont pas pénalisés, on les laisse comme ça? Non, ils ne sont pas pénalisés parce que moi, je suis allé voir le directeur que je ne veux pas que mes enfants aillent au cours parce qu'ils sont en train de peut-être transformer, de chercher leur argent, mais ce que les enfants désapprennent plus là-bas que quand ils sont à la maison. Bah, ils sont à la maison, il y a quelqu'un qui les entretient et ils apprennent leur cours, on les suit là-bas. Mais quand ils vont là, les enfants, c'est comme ils s'amusent très souvent, comme c'est aidé, c'est comme un truc facultatif et ils ne mettent pas beaucoup d'attention là-dessus. On dit, le professeur dit que, le fondateur dit que ce n'est pas lui à son niveau. Ce n'est pas l'administration qui a organisé, mais c'est... Mais c'est quand même dans son établissement. Dans son établissement, peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est que dans tous les établissements comme ça, c'est comme ça s'organise. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier avec les étudiants, non? Les étudiants qui vont au cours, qui prennent les cours en ligne. Et à la fin, dans ces cours-là, on ne leur explique pas pendant les cours en ligne. C'est tellement peut-être les cours en présentiel. Ils ont exigé qu'on leur explique, mais les professeurs en font fi. Maintenant, un groupe d'étudiants qui sont en fin de cycle, qui ont leur maîtrise, leur licence et leur master, ont décidé, sont constitués en groupe pour faire des TD aux étudiants en année inférieure. Première, donc, deuxième, troisième année de licence. Troisième année de licence. Donc la dernière fois, ils sont allés les prendre mano militaire. C'est suite à ça que le ministre m'a sorti la note pour interdire les choses dans les établissements. Donc maintenant, si quelqu'un veut prendre un enseignant, c'est qu'il le prend dans sa maison, il le paie par jour, par séance, il peut lui donner 2000 par séance. Mais ici, c'est interdit parce que c'est devenu un art ou une escroquerie et les parents n'arrivent pas à supporter. On a interdit les frais parallèles au niveau des écoles. Maintenant, est-ce que ça ne constitue pas encore les frais parallèles? Ça dépasse les frais parallèles. Parce que les frais parallèles, c'est 1500, 2000 francs par an. Par an. Mais quand vous prenez les cours de répétition, si vous avez un seul enfant dans l'établissement, ça fait 400 francs par semaine. Vous imaginez un peu. Moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur par rapport à cette décision. Vous savez, les professeurs, ils ont tous les moyens de pouvoir mener la vie dure aux élèves. Ils ont tous les moyens.
Maintenant, il va falloir que, suite à cette décision, que le ministre, je vais parler des autorités, et ils mettent un mécanisme en place de surveillance, un mécanisme de surveillance. C'est très important. Je sais qu'il y a certaines écoles qui ont refusé. L'administration a carrément refusé que les cours de répétition se fassent dans leurs écoles. Je connais certaines écoles. Donc, les maîtres qui s'organisent, ou bien les professeurs qui s'organisent pour faire ces répétitions, les font hors de l'établissement. Surtout ceux qu'ils font dans les établissements publics. Public, voilà. Parce que là, voilà. les directeurs ont été Ont été stricts. stricts. Même dans les établissements privés. Je connais un établissement privé où l'administration a dit niet. Donc, les professeurs sont obligés de faire ces cours-là hors de l'établissement. Et ce qui est bien là-bas, c'est que ce n'est pas obligatoire. Sincèrement, ce n'est pas obligatoire. C'est pourquoi je dis que cette décision, c'est vrai qu'elle est bienvenue, parce que ça n'est de trop, mais au même moment, je pense que ça va pénaliser surtout certains élèves qui sont dans les classes d'examen. Parce que la plupart du temps, ce sont les élèves qui sont dans les classes d'examen qui sollicitent même certains cours d'explication. Maintenant, c'est là-bas je ne comprends pas. Où les élèves qui ne sont pas dans les classes d'examen, les professeurs s'organisent encore pour faire des cours de répétition. Alors que ces professeurs sont recrutés pour pouvoir donner les cours comme il le faut à ces élèves. Des fois, on donne des exercices et on dit on va traiter justement, ça. Ce sont les mêmes professeurs. Ce sont les mêmes professeurs. C'est là où le paradoxe est. Ce sont les mêmes professeurs qui s'organisent pour faire encore les cours de répétition. Quels sont les cours qu'ils ont déjà donnés? Et quels sont les cours qu'ils veulent faire encore en tant que cours de répétition? Vous comprenez à peu près que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Les gens ont constitué, ont fait de cette histoire une histoire d'arnaque, hein, ça il faut le dire, de façon globale, il faut le dire. Maintenant, moi je dis, le professeur Kokoko a pris cette décision, il va falloir un mécanisme de suivi. Je l'ai dit, les professeurs ont tous les moyens pour pouvoir mener la vie dure à ses élèves. Sincèrement, c'est vite fait. Maintenant, il faut un mécanisme pour pouvoir sanctionner ceux-là qui vont enfreindre à la loi, puisque les gens il y aura toujours des petits souris qui vont s'infiltrer, continuer par faire ces cours-là, il faut le dire, mais il y aura certains quand même, du fait que la décision a été prise, ils vont se dire, bon voilà, maintenant, et non seulement ils ne vont plus donner le meilleur d'eux-mêmes, mais ils vont bâcler les choses. Il faut un mécanisme. La décision, elle est bienvenue, nous tous, nous l'avons saluée. Maintenant, il faudrait un mécanisme pour suivre, pour voir s'il y a les gens l'ont appliqué, pour voir quel est le comportement de certains professeurs. Sinon, franchement... Surtout que nous sommes déjà au mois de mars. Au mois de mars. Sinon, franchement, j'ai un peu peur que ça rejaillisse malheureusement sur les enfants de façon négative, sincèrement. Alors, Abbas, tout à l'heure, vous avez parlé des répétiteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les parents ont les moyens de recruter des répétiteurs pour leurs enfants? Si vous avez 2 ou 3 enfants, il y a 2 qui sont au primaire, un qui est au collège, vous voyez que vous devez recruter au moins 2 répétiteurs. Mais un répétiteur par mois, ça ne fait pas moins de 10 000, je ne sais pas 15 000. si c'est maintenant le niveau des gens, des enfants qui a fait que les gens ont besoin de répétiteurs pour dire qu'on n'a qu'à répéter mon enfant. Et des fois, même ces répétiteurs, on dit que c'est l'enseignant, son enseignant, propre enseignant qui va venir faire la répétition. Si le ministre est arrivé à prendre cette décision, c'est parce que c'est suite à des plaintes des parents. Parce que ce que l'enseignant lui-même réclame, pourquoi ne pas donner ça aux enfants dès le départ? Parce que quand vous êtes là, vous voyez, quand nous étions au cours primaire, au lycée, au CG, on nous donnait des choses, on n'avait même pas besoin d'aller au TD, on n'y allait même pas. Lorsque vous êtes en salle d'examen, vous vous consultiez en groupe d'études et vous donnez des devoirs. Celui qui est fort en maths, il fait. Celui qui est fort en sociaux, celui qui est fort en sciences, il le fait. Et là où vous ne comprenez pas, le lendemain, vous posez le problème au professeur. C'est ça. Donc c'est ça, on dit que... Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore ce temps? Ils sont tout le temps avec leur smartphone. C'est ça qui n'est pas normal. Et j'ai dit que même si ça coûte beaucoup plus cher, ce n'est pas tous les parents qui auront la main pour prendre un répétiteur. Ce n'est pas facile. Et c'est pour éviter ces dépenses parallèles-là que ça s'est passé ainsi. À l'université, ce qui se passe, quand vous les prenez, on dit les cours sont facultatifs, mais les TD sont obligatoires.
C'est ce qu'on nous avait appris. Et là, quand vous arrivez au TD, c'est que le professeur chargé du TD, c'est des assistants, professeurs assistants. On fait la liste de présence. Là, si tu rates 2 ou 3 fois, c'est que tu es C'est pour ceux sanctionné. qui ont fait le droit. Oui, Oui, nous, parce à notre niveau, que c'est dans comme les ça. autres départements, c'est pas aussi ça. Mais je me rappelle Donc, ceux qui ont fait le droit. Aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, même pour Koroko a eu à dire ça à l'université, à ses étudiants en droit, si vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas aller à l'école. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne venez pas en droit. Parce que ici, c'est les recherches qu'il faut. Et les étudiants ont mis ça dans leur tête. Donc maintenant, si quelqu'un n'a pas les moyens, il peut faire de telle sorte que au moins les enfants se retrouvent pour qu'ils étudient ensemble. Moi, j'ai refusé ces genres de choses parce que quand mes enfants vont, ils reviennent, ils disent que ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'on devait leur faire. Parce qu'ils se retrouvent ensemble comme une classe normale. Une classe normale. C'est pas comme c'est toute la classe qui revient. Toute la classe en fait. qui revient. Ce qui veut dire que c'est le même cours qui revient. Et quelle répétition est faite? Il ne donne aucune explication. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le problème, c'est que c'est bien fait d'interdire, mais il appartient maintenant aux parents de s'organiser. Quand le ministre a pris la décision, c'est peut-être après une étude approfondie. Et c'est sur plainte aussi des parents. Moi-même, je me plaignais beaucoup sur ces genres de choses. Heureusement Parce que la décision est tombée. Et la décision est tombée. Et beaucoup ont apprécié même cette décision du fait qu'il y a trop d'enseignants qui sont... Et je me suis dit qu'au niveau du campus, ce qui se passe actuellement, où on a arrêté les étudiants, les responsables du TD la dernière fois, c'est l'organisation au niveau de l'enseignement. Maintenant que le système d'enseignement a changé, on fait 2 jours de cours présentiels et 3 jours de cours en ligne. Mais il faudrait qu'on dise aux enseignants expliquer aux étudiants ceci par rapport à ce que vous avez envoyé. C'est juste des PDF qu'on envoie. On Pour vous envoie les PDF. cours en ligne, c'est juste des PDF, ce n'est pas une vidéo. Et c'est ça qui a donné l'occasion à ceux-là, aux étudiants en fin de cycle, de s'organiser. Ils ont construit un appartement, ils ont fait fabriquer des tables bancs, ils ont des topos avec les marqueurs. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent 200 francs par étudiant qui va venir pour les faire choses. Et maintenant, à lundi dernier, on les prend sous prétexte. Ce mardi, on les a pris sous prétexte qu'ils n'ont pas eu l'autorisation du ministère des enseignements primaires et de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Il faudrait qu'on réorganise ça, les enseignements, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment les TD et les professeurs chargés de TD actuellement, comme ça se faisait auparavant. Et puis, on a laissé le recours à ces étudiants de se réorganiser. S'il n'y a pas, qu'on le reprenne. Que ces étudiants-là aussi sont en train de se chercher. Ouais, on dit qu'ils voulaient avoir de l'argent pour pouvoir soutenir leur thèse, pour préparer leur thèse. Voilà. C'est ça. Voilà. Tchaboré, est-ce que tous les parents auront les moyens aujourd'hui? Si vous avez 2 enfants, par exemple, et que vous prenez 2 répétiteurs de 15 000, 20 000, vous êtes à 35 000 francs le mois. Tous les parents ont les moyens. Non, il ne faut pas se leurrer. Tous les parents ne peuvent pas avoir les moyens. Mais Nous au sommes moins avec dans un pays pauvre. 200, 300. Nous sommes dans un pays pauvre. Tous les parents ne peuvent pas avoir les moyens de pouvoir recruter Les répétiteurs. Les répétiteurs, sincèrement, ça, il faut le dire. Maintenant, ce que moi je dis au niveau de cette décision, moi je dis qu'il faudrait un suivi. Il faudrait suivre pour voir est-ce que la décision qui est prise, est-ce qu'elle va être respectée. Maintenant, comment faire pour réorganiser de telle manière que ce qui a été pris, ça ne pénalise pas les élèves. Ça, c'est ça qui est important. Donc, ensemble, Abbas a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Je pense que les parents d'élèves doivent également s'impliquer pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et je pense que le ministre également, c'est le lieu même de repartir sur une nouvelle base, convoquer tous les acteurs et mettre en place le problème et prendre des décisions pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour changer la donne. Sincèrement, ça n'était de trop, il faut le dire, ça n'était de trop. Et les répétitions par là, les répétitions par-ci, en 6e, au CP1,
hein, au CE2. Mais c'est quand même compris. cours primaire. Au cours primaire, on dit aux élèves de venir à la répétition et de payer 200 francs. Vous comprenez qu'il y a certains quand Moi, ce même. qui me fait rire dans tout C'est cela, ça. c'est le CPE. Quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va répéter Justement, à c'est ça. un enfant Mais au aujourd'hui, finish- des enfants à 3 ans, 4 C'est ans, ça. ils sont au CPE. Au finish, quand je dis qu'il faudrait une réorganisation, c'est quoi? C'est que la décision a été prise, il faudrait que le ministre se retrouve avec les acteurs, et maintenant qu'on définisse, que ce soit au niveau du privé ou au niveau du public, les gens ont leur salaire à la fin du mois. C'est déjà bon, mais s'ils veulent faire autre chose pour pouvoir arrondir les angles, ça c'est autre chose. Mais respecter la décision que le ministre a eu à prendre concernant l'inexistence des cours de répétition au sein des établissements. Il faudrait respecter ça. Et l'administration doit veiller à cela. Les parents d'élèves également doivent veiller à cela. Maintenant, il faudrait que le ministre, je l'ai dit, j'insiste là-dessus, il faudrait que Parce les qu'il ne suffit autorités, pas seulement de prendre la décision. justement, il faudrait que les voir. autorités fassent et suivent, mettent en place un mécanisme pour pouvoir suivre, pour voir est-ce que la décision a été respectée, est-ce que les professeurs ne pénalisent pas les élèves à travers leur méchanceté, c'est à travers le fait que le ministre a pris la décision et qu'ils ne sont pas contents. Ça, c'est un problème. J'ai dit, les professeurs, c'est eux qui donnent les cours aux élèves et ils ont tous les moyens pour pouvoir pénaliser ces élèves. Le professeur peut venir, il peut ne pas donner le cours comme il le faut, convenablement. C'est pourquoi je dis, il faudrait que l'administration veille, il faudrait que les parents d'élèves veillent, mais il faudrait également que les autorités de l'éducation puissent franchement mettre un mécanisme en place pour pouvoir suivre. Parce que vous avez vu ici, on va revenir là-dessus par rapport au corona, nous l'avions dit ici. Au début, les gens ont dit qu'on va mettre en place dans les établissements un système pour pouvoir suivre, pour voir qu'est-ce qu'il en est dans le respect des mesures barrières. Depuis là, vous avez vu un comité qui suit ce qui se passe. Non, on n'a jamais vu. Voilà, ça c'est là où se trouve mon inquiétude. Les autorités prennent les décisions, mais personne ne suit après pour voir si ces décisions ont été respectées ou ne pas respectées. Moi, je suis sûr, cette histoire de répétition, ce n'est pas aujourd'hui, on criait ça depuis. Il y avait même des décisions qui avaient été prises. Mais les gens outrepassent ces décisions et ils continuent. Ça a été même accentué. Ce qui a mené aujourd'hui le ministre à prendre ces décisions. Il faut suivre, il faut un suivi. Il Parce faut que suivre. quand vous prenez aussi pour ces enfants, c'est-à-dire CP1, CP2, CM1, ce qui veut dire qu'ils vont au cours de lundi jusqu'à samedi. Ah oui. L'enfant aura quel temps pour se reposer? L'enfant aura quel temps pour reposer? Parce que le cerveau a besoin de repos. Le cerveau a besoin de repos. Il revient. Donc, vous lui donnez les exercices là-bas. Il va de lundi jusqu'à samedi. Il doit traiter les exercices pour lundi, pour retourner à l'école. Or, s'il ne traite pas ces exercices-là, il va être fessé parce qu'il a refusé de traiter les exercices. Ce qui veut dire que l'enfant n'a même pas un repos durant toute la semaine. Il fait 7 sur 7. Et là, il est en train de fatiguer sa mémoire. Non seulement ça, nous sommes en Afrique. sommes- Quand l'enfant revient, il va aider papa et maman. Bien à la sûr, maison. hein. Voilà. Donc, Surtout c'est quand cela. c'est une fille. Parce que tout ça contour-là, il faut les étudier et voir pour dire que effectivement ces cours de répétition qu'on fait dans les établissements, à l'endroit des enfants, c'est fatigant pour la mémoire des enfants. Oui. Eh bien, autre sujet dans cette émission, l'homme d'affaires français Bolloré a reconnu devant les tribunaux parisiens avoir payé des dépenses de communication du chef de l'État, Faris Gnassingbé, dans le but d'obtenir des contrats et avantages fiscaux sur le port autonome de Lomé. Si le gouvernement togolais s'abstient de tout commentaire parce qu'il considère que c'est une procédure dans la juridiction d'un pays étranger, certains leaders de l'opposition, bien sûr, ont donné leur avis. Ainsi, Nicolas Lawson demande à la justice togolaise de prendre ses responsabilités. Que faire? Que peut faire la justice togolaise, Abbas, dans une histoire française, par exemple? Ça serait un peu compliqué pour la justice togolaise si personne ne porte plainte. Quand vous suivez un peu l'analyse ici, de Nicolas Lawson. c'est devenu une récupération politique par rapport à ça, parce que tout le monde parle parce qu'il faut parler sans analyser. Juridiquement, ce ne serait pas possible que la justice togolaise se saisisse d'une affaire qui est
entre Français, entre intérêts français. Si ça concerne le Togo, à moins qu'on parle de la corruption, quand on parle de la corruption, ou soit, en ce moment, c'est la société civile ou les partis politiques là qui parlent, ils n'ont qu'à porter plainte pour corruption au niveau de la justice togolaise ici. Sinon, une affaire qui se trouve devant une autre juridiction, où l'affaire, on dit que l'affaire, l'autre a reconnu, le boulot a reconnu les faits, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on a parlé du Togo qu'il faut que la justice togolaise s'en saisisse immédiatement. Alors, si ces opposants portent plainte contre Ouais, Bolloré ou l'État togolais? Non, s'ils vont porter plainte contre Bolloré pour corruption, pour acte de corruption, ici, devant la justice togolaise, et la justice togolaise va juger de l'opportunité de se saisir de ce dossier. Mais s'il n'y a pas de plainte, la justice togolaise ne peut pas aller prendre une affaire qui ne regarde pas le Togo pour le moment. C'est des intérêts français qui sont en train de se battre quelque part. Nous sommes à la veille d'une élection au niveau de la France. Et vous savez, quand ça arrive, c'est les intérêts qui se bousculent. On a vu comment Jacques Duby est parti d'ici, pour ça. On a vu comment elle est partie d'ici. Bolloré avait la concession au niveau du port, de la manutention au niveau du port, c'est qu'il n'avait pas toute la concession manutentionnaire. Et voulait en avoir plus. Il était là depuis 2001. Et c'est maintenant, quand il y a une nouvelle tête, c'est-à-dire il y a des mois qui étaient là, il est parti maintenant. Après les élections de 2005, on a suivi l'évolution des choses en 2010. Il voulait avoir beaucoup plus. Donc lui aussi, il est entré en jeu. Pour pouvoir, c'est un combat qui se sont livrés. Et ce qui se passe actuellement en France, c'est tellement... Il y a Nocotrans aussi qui voulait faire ça. Et puis il y a aussi Bolloré et Progosa qui voulait aussi reprendre sa part. C'est une guerre d'intérêt. Entre Français. Entre Français, une guerre d'intérêt entre Français. Si aujourd'hui le Togo est cité, le Togo n'est même pas le seul pays à faire partie à être entre les mains de Bolloré. Il y a plusieurs ports africains. Mais pourquoi maintenant on insiste seulement sur le Togo? C'est la question qu'il faut se poser. Ce ne sont pas les Français, hein, ce sont les Togolais qui disent. C'est les Togolais, non, c'est les Togolais qui disent qu'il y a corruption. Et des gens vont dire... Sinon, les Français, eux, continuent leur affaire. Eux continuent leur affaire et ça se poursuit. C'est pour cela que je dis, pour le moment, on ne doit pas s'immiscer dans cette affaire. On attend la suite du procès. Si un jour, on demandait à l'État togolais de venir apporter son témoignage sur ce qui s'est passé avec, on parle de corruption, mais le Togo est prêt à aller aussi apporter ses arguments sur cette histoire qu'on est en train de dire. Mais pour le moment, il faut laisser l'affaire sur son cours normal, puisque c'est devant le correctionnel que ça va aller. On attend de voir ce qui va se passer. Mais maintenant, en l'état actuel des choses, la justice togolaise ne peut rien faire pour l'instant. Si quelqu'un aille saisir le tribunal. Alors, puisqu'ils sont nombreux, ces opposants qui demandent à la justice togolaise de prendre ses responsabilités, on espère qu'ils vont porter plainte contre Bolloré et que la justice va se saisir de l'affaire. Le Mania Libéré s'est intéressé au sujet, si on peut avoir la une du Messager plutôt, hein, la une du Messager paru hier, qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs. Je ne sais pas si l'article est déjà posté sur le site du journal. Le directeur de publication nous dit que également sur le site, vous aurez l'article. Eh bien, le Messager dit ceci: le Togo, victime collatérale d'un règlement de compte juridico-politique franco-français. Et c'est une question que vous vous êtes posée. Je me suis posé cette question. Je rappelle que l'article est à lire à la page 3 du journal. Je me suis posé une question et puis dans le développement, je crois que j'ai chuté et puis j'ai répondu par à la question par la positivité. Hein, parce que Abbas vient de dire quelque chose tout à l'heure qui est très important, qu'il faut prendre en compte. Parce que ce qui se passe, c'est une affaire qui se passe dans un autre pays, en France. Et quand vous revoyez à peu près l'histoire ou bien l'historique de l'installation de, comment l'appelle-t-on, Bolloré dans notre pays, vous allez comprendre un peu les tenants et les aboutissants de comment ce qui est arrivé aujourd'hui.
pense que lorsque une affaire est comme ça, nous devons faire un petit effort de pousser un peu notre réflexion un peu plus loin. Parce que le Togolais, excusez-moi, tombe un peu dans le jeu facilement. Parce qu'on a dit ceci, on a dit cela. Ah, déjà, Peut-être qu'on attendait quelque chose comme ça. le pays, le Togo, oui, comme le Togo est cité, c'est fini, il faut se jeter dans la mare pour dire ce qu'on ne maîtrise pas. Les gens, nous sommes en train de parler, vous allez mettre ça sur la toile, les gens vont nous écouter, ils vont commencer par nous insulter que nous défendons l'indéfendable. Pourtant, ce n'est pas ça. Nous avons fait des recherches et on s'est rendu compte qu'il y a des questions que l'on doit se poser. Lorsqu'on nous fait comprendre qu'on a versé 240 millions à un chef de l'État pour pouvoir, dans sa communication, pour pouvoir prendre le port autonome de Lomé, ce qui est le poumon de notre économie, est-ce que ça sonne normal? 240 millions à un chef de l'État, à la communication des chefs de l'État, est-ce que ça sonne normal? Ça, c'est une question. Non, il n'a pas dit pour prendre, mais pour avoir justement des avantages. 240 millions. Attention, il faut qu'on se pose la question. Toi, Anita, tu peux avoir 240 millions et le bouffer à moins de 10 jours, à moins d'une semaine. Il faut qu'on se pose la question. De deux, et nous devons nous dire une chose. Le confrère l'a relevé tout à l'heure. C'est quand les gens ne font pas ces analyses qu'on arrive à tomber dans le piège. Il y a les élections qui s'approchent en France. Et vous savez, c'est une question d'intérêt. Les gens veulent se positionner. Est-ce que vous pensez que la condamnation de Sarkozy en France, est-ce que vous pensez que elle est anodine par rapport à cet article, par rapport à ce qui est fait avec Bolloré? N'oubliez pas que Bolloré est un proche de Sarkozy. Bolloré est un proche de Sarkozy. N'oubliez pas que Bolloré s'est investi dans l'élection de Sarkozy. Je crois que c'est en 2010 ou bien 2005. Donc, tout ça là, ce sont des choses qu'il faudrait prendre en compte et se dire que ce n'est pas rien ce qui est en train de se passer. Maintenant, notre pays a été cité. Est-ce que c'est vrai ce qui a été dit dedans? Là-bas, nous allons chercher à savoir. Il ne faut pas se jeter et crier, non, il faut que le chef de l'État démissionne, il faudrait que... Ça, c'est Nicodème Habib. Justement, bon, ça, c'est la politique. Je n'en reviens pas. Les politiciens, les hommes politiques peuvent prendre le problème comme ils veulent, mais nous, journalistes, quel est notre rôle? Nous devrons aller chercher pour savoir ce qui est dit. Est-ce qu'effectivement, il y a la vérité dans ce qui est dit par rapport à notre pays? Quand il y a la vérité, qu'est-ce qui est le Togo? Quelle est la part de responsabilité de notre pays? C'est là qu'il faudrait chercher à savoir. Et maintenant, quand on cherche à savoir, on rend ça public pour que l'opinion puisse savoir, pour que les compatriotes puissent savoir ce qu'il en est exactement. Il ne faudrait pas qu'on trompe, qu'on essaie de manipuler l'information pour pouvoir induire les compatriotes en erreur. J'ai posé une seule question. Mais des fois, quand vous tenez des propos qui n'incriminent pas le pouvoir en place, on se dit que vous êtes un vendu. Non, justement, c'est ce que j'ai dit. C'est la manière. J'ai dit ça tout à l'heure. J'ai dit que les gens vont nous insulter. Lorsqu'ils vont suivre ce que nous sommes en train de dire, ils vont dire que nous sommes des vendus. Mais ce n'est pas ça. Nous jouons notre rôle. Et ce que nous avons eu comme information, comme les faits, qui sont relatifs à ce qui a été dit, c'est ce que nous publions. J'ai posé une seule question. Que les Togolais réfléchissent. Que les Togolais fassent des analyses. Comment on peut investir 240 millions pour pouvoir avoir des avantages pour un port autonome qui va engranger des milliards? Est-ce que vous pensez que ça sonne normal? Et on le fait. C'est pour un chef de l'État. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y avait eu un contrat de communication entre la direction de communication de la présidente de la République avec cette société? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Il y a quelque chose qui est caché dedans. Si l'État togolais s'est tué, c'est parce que l'État togolais, comme on le dit, sait pourquoi il s'est tué. Et il a des arguments à faire valoir. Et franchement, prions que le moment venu, lorsque l'État togolais va être interpellé, que l'État togolais puisse nous livrer sa part de vérité. Oui, c'est là-bas. C'est ça. Maintenant, on dit, il a plaidé coupable. Qu'il est coupable. Il faut confronter les deux parties. Il dit avoir corrompu. Mais il faut écouter aussi l'autre partie pour savoir si réellement on l'a corrompu. C'est là le nœud du problème.
Lui, il est parti, c'est chez Et lui puis en France. quand vous lisez un peu l'article posté, on dit qu'il a plaidé coupable pour éviter un procès. Mais de toutes les façons, il y aura un procès. Il y aura un procès. Donc, s'il y a un procès, là, il faut écouter l'autre partie qu'on incrimine, que j'ai donné l'argent à celui-ci. Mais il faut aussi m'écouter, chercher à m'écouter avant d'aller loin en disant que tel a été corrompu avec 240 millions de francs pour donner, pour vendre les acquis du peuple. Donc, il faut écouter. Ça, là, je pense. Et puis même, cette fois, quand vous prenez en 2010, la structure de la communication qui a géré, c'est au niveau de Bolloré également. C'est le même qui a reversé l'argent à cette structure qu'il a créé pour dire qu'il n'a pas donné l'argent comme ça à l'État Togo, bien à Forge en Syrie. Il a créé une structure, il dit qu'il veut aider. Et toutes les sociétés, tous les chefs d'État ont cette manie. Pendant les élections. Ce n'est même pas au Togo seul, même en Europe. Chacun a sa cellule. Les hommes d'affaires même viennent aider les chefs d'État. On va parler de corruption, c'est-à-dire, je donne l'argent, la société telle veut aider le chef de l'État dans sa campagne. Pas seulement le chef de l'État, même les opposants. Même les opposants veulent aider tel candidat dans sa campagne électorale. On va dire corruption. Parce qu'il y a un plafond. Le plafond même qu'on dit là, on dit 240 millions à donner. Le plafond de l'élection, c'est 500 millions de francs CFA pour la campagne électorale. Ce qu'on a dit, est-ce que ça va dépasser le plafond? Alors, tous ceux qui ont envie de lire cette analyse de Tchaboré et Bouraïma, vous le trouverez à la page 3 du messager paru. Et puis le plaidé coupable, je te oui. coupe pas la parole, le plaidé coupable, vous savez, d'où ça sort? C'est une stratégie qui a été mise en place par, je crois que c'est depuis des années, et qui a été mise en place en France pour pouvoir éviter les procès qui sont coûteux. Parce que vous savez, Bolloré, c'est un homme d'affaires, installé dans beaucoup de pays. S'il s'engage dans ce sens, ça risque d'empiéter sur... Donc le gars préfère un chemin court pour pouvoir éviter de s'investir. Les hommes d'affaires sont intelligents. Nous, on ne va pas trop vite aller en besogne. Vous verrez comment ça va se terminer avec cette histoire de procès. Vous allez voir. Alors, je le disais, l'article est à lire à la page 3 du messager paru hier et également sur le site du journal le 3W, le messageractu.com. La une des journaux, cette fois-ci, avec le Mania Libéré. Le Mania Libéré, c'est vrai que Abbas, un temps, avait dit qu'il ne veut plus parler de l'affaire DMK, mais bon, la conférence des évêques du Togo l'oblige à parler de l'affaire. Affaire dite DMK, Monseigneur Bariga, les évêques du Togo se disent choqués par les messages de leurs confrères aînés. Abbas. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons eu à commenter tout ça là ici. Et les sorties de Monseigneur Kogo sur les réseaux sociaux, où il s'attaquait même à ses confrères de la religion. Et tout ça là, c'est tout comme il n'est plus un prêtre à qui il faut retrouver comme une personne morale. Il dit à l'autre de venir dire la vérité que tel. Le monsieur dit, Monseigneur Bariga dit, je n'ai jamais eu cette mission-là. Et maintenant il vient dire la vérité. Quelle vérité? Il a dit la vérité, je ne suis pas là. Donc c'est ça qui a choqué même les évêques qui étaient réunis la dernière fois en conférence. Du 23 au 26. Et puis ils ont sorti une déclaration, puisque au cours de cette conférence épiscopale, ils se sont réunis, ils ont posé la question à Monseigneur Bariga pour voir si réellement ce que Monseigneur Kojour disait était réel. Il dit qu'il n'en est rien. Il n'en est rien, c'est des inventions de Monseigneur Kojour. Et puis après, Kojour reconnaît que c'est son petit là qui est en train de... Justement, il y a beaucoup de personnes qui disent que le vieux, il est manipulé. Il est manipulé par le petit, comme un Modro ou bien son assistant qui est à côté là. Donc les gens lui ont même dénoncé cette situation. Maintenant, les évêques ont remis Monseigneur Kojour à sa place. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Et on a demandé à Monseigneur Bariga de rester en contact avec lui, puisque les négociations qui étaient engagées pour au moins rabaisser la tension entre eux, c'était les évêques canets qui sont rentrés dedans. Monseigneur Kojour a refusé cette négociation pour qu'au moins la tension baisse un peu. Donc cette fois-ci, je pense qu'il a été trop loin et les évêques ne veulent pas faire écouler leur religion. Ils ont remis à sa place
Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Alors, bonne chose, mais malgré ça, on demande à Monseigneur Bariga de toujours continuer à garder le silence. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, Monseigneur Bariga, c'est l'évêque, l'archevêque de Lomé, et il a un rôle très important, et c'est une personne qui est respectée et de par sa statue, sa carrure et de par le rôle qu'il joue aujourd'hui au sein de l'Église catholique. Ce n'est pas évêque ou bien archevêque de Lomé qui le veut. Donc, vous savez, il doit avoir une posture pour pouvoir rassembler et pour ne pas tomber dans le piège de ce que ses adversaires veulent, ou bien là où les adversaires veulent l'amener. Moi, je pense que lorsque vous suivez à peu près les choses, nous l'avons commenté ici, hein, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo de notre confrère Akbaki, oui, Ildefonse Akbaki, qui a été au cœur même de ce système d'MK, hein, qui était au centre et qui était en relation parfaite avec Marc Mondi, l'assistant de Monseigneur Poudre et Monseigneur Poudre également. Il a dit des choses qui sont très intéressantes et je pense que ce qu'il a dit rejoint à peu près tout ce que les autres ont dit par rapport à la manipulation, hein, dont est objet, hein, de Monseigneur Poudre, il faut le dire. Mais lorsque Monseigneur Poudre sort pour demander à Monseigneur Bariga de dire la vérité, de sortir pour dire la vérité, nous, en tant que citoyens, en tout cas moi particulièrement, moi je dirais plutôt la vérité se trouve au niveau de Monseigneur Poudre. Cette vérité, c'est quoi? C'est de nous présenter les procès-verbaux qui prouvent que son candidat a gagné le 22 février 2020. C'est toute la vérité que nous on demande. Ça fait plus d'un an. Franchement, c'est toute la vérité. La vérité, elle est là. La vérité n'est pas celui qu'on a envoyé pour aller faire une mission de bons offices, mais la vérité se trouve dans le fait que nous devons, les Togolais ont besoin d'avoir sur la table les procès-verbaux qui prouvent que M. Agbemi Kodjo a gagné les élections. C'est là où on va voir la vérité. Tout ce que nous sommes en train de dire, je pense que ce sont des faussetés, ce sont des alibis, ce sont les raccourcis, ce sont des boucs émissaires qu'on cherche. La vérité est là. Si aujourd'hui, Monseigneur Kodjo et son candidat sortent les procès-verbaux pour montrer aux Togolais, à l'opinion internationale, voilà les procès-verbaux. Nous avons gagné, nous allons comparer pour voir les résultats. Mais jusqu'alors, nous ne voyons pas ça. Vous pensez que la vérité se trouve dans ce jeu de ping-pong qu'ils sont en train de faire? La vérité, ce sont les procès-verbaux. Et puis, rapidement, parce que de l'autre côté, ils ont récupéré cette histoire de Bolloré pour demander à force de démission. Fort va démissionner au dépend de quel vainqueur. L'affaire s'est passée en 2010. Agbemi Kodjo en 2010 avait seulement 2%. Fort a gagné les élections en 2010. Il va démissionner pour remettre à qui? À ces les gens sont candidats de la dynamique, peut-être. Ils sont restés là dans leur caminerie et prétextant qu'il faut des situations, quand on crée des situations, on récupère pour faire la preuve. Vous n'avez pas de moyens, de choses, il n'y a rien. Vous dites qu'on récupère politiquement. Il faut chercher à lancer des salles pour qu'on dise que c'est nous qui sommes des opposants. Merci, nous voulons la merci vérité. La vérité, ce sont les Isaka. procès-verbaux et qui va nous rassurer que Agbemi Kodjo a gagné. Merci. Ce sont les procès-verbaux. Merci à vous également, Tchabouré Bouraïma, chers téléspectateurs. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.